Bonjour, bienvenue au Centre Pompidou. Je suis Marie Sarré, attachée de conservation au Musée national d'art moderne. Nous conservons ici la plus grande collection surréaliste d'Europe et je vous invite à partir à sa découverte. Le Musée national d'art moderne conserve notamment cette reconstitution de l'appartement d'André Breton, le fondateur et théoricien du surréalisme, où il a vécu toute sa vie, au 42 rue Fontaine, dans le 9e arrondissement de Paris. Ce lieu résume à lui seul l'histoire du mouvement. À gauche, une peinture de Francis Picabia rappelle l'héritage dadaïste du surréalisme. André Breton, Philippe Soupeau, Louis Aragon ont entre 25 et 28 ans lorsqu'ils font l'expérience de la Première Guerre mondiale et qu'ils en sortent écœurés des valeurs occidentales modernes, du progrès, de la machine. Dans un premier temps, ils se rapprochent de Dada, avec lequel ils partagent l'esprit de révolte. En 1924, André Breton publie le Manifeste du surréalisme dans lequel il énonce les principes du mouvement. Un art qui ferait abstraction de la raison, qui serait une traduction de la pensée la plus immédiate. Surréalisme, non masculin, automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Comment ce mouvement, entre 1924 et la fin des années 60, n'a jamais cessé de réinventer ses formes. L'atelier d'André Breton présente également l'intérêt des surréalistes pour les arts populaires, mais aussi les arts extra-occidentaux, nord-américains, océaniens. Les surréalistes ont eu l'intuition qu'il était absolument nécessaire de changer la vie, un principe qu'ils empruntent à Arthur Rimbaud, et de changer le monde, une théorie qu'ils empruntent à Karl Marx. Le surréalisme est d'abord un mouvement littéraire fondé par des poètes. Depuis la mythologie, la poésie est associée à la voyance. Orphée était à la fois poète et prophète. Dans sa lettre du voyant, Arthur Rimbaud associe le poète à celui qui est capable de clairvoyance, de regarder au-delà des apparences concrètes de réel. Très tôt, les surréalistes vont se passionner pour l'œuvre de Giorgio de Chirico. En 1914, Chirico peint ce portrait du poète Guillaume Apollinaire. Il le dote justement des attributs d'Orphée, un buste antique qui a une paire de lunettes noires, symbole de celui qui regarde son monde intérieur plutôt que la réalité, un poisson et une conque en forme de lutte. Dans la partie haute du tableau, il dépeint Apollinaire, sa silhouette, marquée d'une cible blanche sur la tempe, à l'endroit exact où 2 ans plus tard, le poète sera marqué par un éclat d'obus. Il existe vraiment une histoire de la prémonition, de la voyance dans le mouvement surréaliste. En 1931, le peintre roumain Victor Bronner avait peint ce petit autoportrait énucléé. Quelques années plus tard, au cours d'une rixe entre surréalistes, il reçoit un éclat de verre dans l'œil, se rend dans la salle de bain, regarde son miroir et voit son œil ensanglanté, le portrait exact qu'il avait peint quelques années plus tôt. Sur le front, où il était médecin en formation, André Breton a rencontré des malades psychotiques, des gens qui, traumatisés par la guerre, tenaient des propos absolument incohérents. Il va essayer de retrouver la même immédiateté de la pensée. Dans le Manifeste du surréalisme, André Breton décrit le surréalisme comme la recherche d'un automatisme psychique pur, c'est-à-dire appliquer à l'art, à la poésie, les mêmes méthodes que la psychanalyse d'exploration de l'inconscient. En 1919, avec Philippe Soupeau, André Breton publie Les Champs magnétiques, un ouvrage réalisé sous dictée automatique, en faisant en sorte que la main aille plus vite encore que la pensée. Dans l'atelier de la rue Blomet, vers 1925, Juan Miró, mais aussi André Masson vont essayer d'appliquer cet automatisme au dessin et à la peinture. Dans ces dessins à l'encre de Chine, très erratiques, très convulsifs, apparaissent des explosions, des fragments, des corps déchiquetés, qui sont le souvenir de la Première Guerre mondiale qu'André Masson a vécu en tant que soldat sur le front. En 1929, un jeune peintre catalan rejoint le mouvement. Il s'appelle Salvador Dalí et très vite, il va incarner la figure la plus radicale, la plus provocatrice du mouvement. Salvador Dalí dote le surréalisme d'une nouvelle méthode, la méthode de la paranoïa critique, qui consiste à peindre des images de rêve, des images hallucinatoires dans lesquelles se superposent plusieurs visions. Dalí est également celui qui engage le surréalisme dans la quête d'une mythologie nouvelle. Dans cette œuvre, il dépeint Guillaume Tell,
Il dira à plusieurs reprises « Guillaume Tell, c'est mon père ». En effet, c'est une œuvre autobiographique dans laquelle le jeune artiste dépeint son père qui exhibe une virilité grotesque armée de ciseaux castrateurs et qui observe son fils qui lui détourne le regard. Salvador Dali est amateur de psychanalyse freudienne. En effet, Dali vient d'être exclu du domicile familial. Son père lui a reproché de peindre une œuvre sacrilège. Parfois, je crache par plaisir sur le portrait de ma mère et d'entretenir une relation adultère avec Gala Éluard. Ce Guillaume Tell peut également être André Breton, qui en 1934, las des extravagances de Dali, finira par l'exclure du mouvement. Salvador Dali est celui qui fait du rêve une méthode artistique, mais ce rêve est très tôt au cœur du projet poétique du surréalisme. Dans le manifeste, André Breton le décrit comme un élément salvateur qui permet à l'homme de s'échapper du règne de la logique, des carcans du rationalisme. Beaucoup d'artistes, contemporains des thèses de Freud sur le rêve, vont s'appliquer à réaliser des images qui ont le même pouvoir d'enchantement, d'émerveillement, de merveilleux que les images de rêve. C'est le cas de la photographe Dora Maar, photographe française qui rejoint le mouvement en 1933. Elle est alors photographe de mode et réalise avec virtuosité des photomontages qui lui permettent d'associer des objets qui a priori n'ont pas de lien entre eux, comme ce ciel, ce coquillage et cette main aux doigts vernis, mais dont la rencontre provoque un choc poétique. Cette rencontre arbitraire, les surréalistes l'empruntent à Isidore Ducasse, dit le comte de Lautréamont, un poète du XIXe siècle qui, dans les chants de Maldoror, avait décrit la beauté comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'un parapluie et d'une machine à coudre. Le surréalisme est un mouvement international qui se déploie très tôt dans le monde entier, au Maghreb, en Asie, aux États-Unis, en Amérique latine. Les catalyseurs de ce développement international sont à la fois les revues dans lesquelles se diffusent les idées du mouvement, mais aussi les expositions internationales du surréalisme. En 1947 a lieu à la Galerie Mag à Paris une grande exposition internationale du surréalisme qui entend démontrer la vitalité du mouvement après-guerre. L'artiste roumain Victor Bronner y présente cet objet étonnant qui subvertit les principes de la sculpture traditionnelle. Nourri du folklore roumain, hanté d'animaux fantastiques, et de sa connaissance de la philosophie romantique allemande, il réalise cet animal chimérique, mi-table, mi-loup. La chimère est l'animal totémique, emblématique du surréalisme. Max Ernst, notamment, lui consacre un hommage monumental. Elle est, pour eux, le symbole du triomphe du rêve sur la réalité, du triomphe de la nature sur la culture. En 1925, les surréalistes élèvent la chimère au rang de méthode, en l'espèce des cadavres exquis, un jeu qu'ils inventent rue du Château, qui consiste à plier une feuille de papier et que chaque participant commence un dessin, puis cache pour laisser le suivant poursuivre. Ils bannissent ainsi le génie égotique, individuel de l'artiste, et lui préfèrent l'activité collective. L'apport des artistes étrangers est absolument décisif au mouvement. En 1952, André Breton ouvre la galerie de l'Étoile scellée, où il présente notamment le travail des Hongrois Judith Riegel et Simon Antaille. En 1950, après plusieurs tentatives d'exil de la Hongrie pour fuir le joug stalinien, Judith Riegel s'installe à Paris. André Breton visite son atelier et est absolument bouleversé par cette œuvre. Cette vision hallucinatoire, où 4 cavaliers de l'Apocalypse surgissent de l'obscurité. Cette peinture est très largement marquée par la connaissance de Riegel pour la littérature. Kafka, Hölderlin, Rimbaud, mais aussi Lautréamont, dont l'un des vers donne son titre à l'œuvre. Ils ont soif insatiable de l'infini. Cette œuvre évoque aussi une gravure de Goya, des désastres de la guerre. Les surréalistes avaient d'ailleurs fait leur l'une des phrases que Goya avait inscrites sous l'une de ses gravures. Le sommeil de la raison engendre des monstres. L'exposition Eros, organisée à la Galerie Cordier en 1959, et l'exposition de l'écart absolu en 1965 à la Galerie de l'Œil témoignent de la vitalité du mouvement jusque dans ces dernières années. En 1969, 3 ans après la mort d'André Breton, le mouvement est officiellement dissous. Pendant 40 ans, longévité exceptionnelle dans l'histoire de l'art moderne, il n'aura jamais cessé de poursuivre son engagement poétique et politique. Il ne se sera jamais réduit à une esthétique, à un formalisme. Si le mouvement est officiellement arrêté, son héritage sur l'art contemporain sera décisif.